Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Il est 9h40 sur Sud Radio et je vous propose une plongée au cœur de l'espionnage français et au cœur de Paris, ville française, la capitale s'il vous plaît, qui est un véritable nid d'espions. Bonjour Alexandra Saviana. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grande reporter à l'Express et c'est vous qui signez cette une qu'on peut retrouver à la une justement de cet hebdomadaire. L'Express, la première question forcément quand on découvre cette couverture, quand on se plonge dans les pages que vous avez rédigées, c'est comment on arrive à récolter autant d'infos, comment tout d'un coup on se dit mais oui, ce monde-là il est fascinant, je vais écrire dessus. Alors à l'Express, on a une longue tradition depuis la création du magazine d'intérêt autour des questions d'espionnage qui s'est encore renforcée ces dernières semaines notamment et ces derniers mois en fait grâce à notamment Étienne Girard avec qui je signe ce dossier. On s'y intéresse, donc on travaille nos sources depuis longtemps, on essaie de détecter selon des ça peut paraître bête mais tout simplement des profils sur internet qui pourraient ressembler à un espion et on aborde les gens, c'est aussi bête que ça, et parfois certains veulent parler, et c'est comme ça qu'on nous décontacte. Ensuite on demande à un espion identifié s'il peut nous donner d'autres sources, parfois il accepte, parfois pas, et on crée des relations de confiance avec eux, et c'est comme ça que petit à petit on en vient à constater des choses, et au fil des conversations on se rend compte que un sujet peut être intéressant, et en l'occurrence là c'était Paris nid d'espions, parce qu'on a réalisé qu'en fait Paris est un centre névralgique d'espionnage en Europe et dans le monde. Et ce n'est pas du tout une expression pour avoir un sens de la formule. Paris est véritablement une capitale où se retrouvent les espions du monde entier. Alors je parlais de tradition à l'Express, la tradition en France c'est que Paris est une capitale d'espionnage, c'est le cas depuis longtemps et ça se renforce depuis la guerre en Ukraine en 2022. Alors pourquoi Paris ? Parce qu'il y a plein de capitales qui sont citées comme capitales d'espionnage. On pense à Washington, on pense à Londres, à Vienne, à Bruxelles. Tout ça, ça existe, évidemment. Mais on arrive à faire la concurrence avec Vienne. C'est ce que vous dites quand même. Absolument. La France arrive à dépasser Vienne. Paris reste encore la ville où les espions trouvent ça sain de se retrouver. Absolument, tout à fait. Alors en fait, moi j'ai envie de dire, j'ai un peu une formule là-dessus. Paris, c'est comme si les espions étaient boucles d'or et ils devaient choisir différentes capitales. Parce que chaque capitale a ses avantages et ses inconvénients. Et Paris est la capitale qui a le plus d'avantages parce que Vienne, en fait, c'est une capitale d'espionnage, c'est sûr, il y a plein de monde, mais c'est un peu, on m'a dit, un panier percé dans la mesure où elle a été traversée par beaucoup de scandales d'espionnage ces dernières années, notamment russes, et tandis que Paris, nous, on a un contre-espionnage qui est très fort, ce qui fait qu'en fait, quand les espions, notamment de pays alliés, viennent rencontrer des sources à Paris, ils savent que ils sont en sécurité. Mais ça veut dire aussi que en réalité, quand on voit une ville comme Vienne, on a en France la réputation que ce soit vraiment une ville sur un endroit safe d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, oui, davantage qu'avant, parce que c'est plutôt rassurant. Mais je rappelle qu'au XXe siècle, il y avait eu de nombreux assassinats ciblés à Paris. Et vous en faites d'ailleurs toute une carte, c'est pour ça que je recommande ce dossier, où on voit les 7, 8, 9, en réalité, assassinats ciblés, où vous racontez très bien que ça a été des exécutions sommaires, pas des tueurs professionnels. Oui, en fait, Paris était un peu un terrain de jeu au XXe siècle. On l'a vu avec l'enlèvement et la disparition de l'opposant marocain Ben Barka, qui a été l'objet d'un livre récemment. Mais il y a eu, depuis Ben Barka, donc 1965, pas moins de 16 assassinats ciblés. Il y en a eu encore en 2013, notamment avec des opposants kurdes. Alors, aujourd'hui, Paris est beaucoup plus apaisé, mais elle a été vraiment un centre névralgique, y compris de ces événements violents. Et ça montre que c'était vraiment le terrain de jeu central et que ça l'est toujours aujourd'hui. Et pourquoi aussi un ex-agent de la CIA, enfin il n'aimerait pas si on disait ça comme ça, il dirait plutôt un officier traitant de la CIA m'expliquait que... Beau langage diplomatique. Exactement. Que Paris avait une taille en fait idéale, c'est-à-dire elle est ni trop grande ni trop petite, ce qui fait qu'on peut vraiment rencontrer des gens, s'y perdre mais en même temps retrouver ses points d'appui. Elle a les bonnes infrastructures, c'est-à-dire les métros pour semer potentiellement... Exactement, pour casser des filatures. Elle a des beaux hôtels et elle a aussi des aéroports. Charles de Gaulle, aéroport international, ou le Bourget. Avec un centre de Paris, où vous l'expliquez parfaitement dans l'article, accessible d'un coup de voiture pour faire quelques rendez-vous le temps d'une escale. Tout ça, c'est important. Exactement, parce qu'il faut tout simplement que les sources puissent se déplacer et il faut aussi que les sources aient des raisons d'aller à Paris. Et ça, c'est aussi un point central. Paris
parce que la France, parce que des infrastructures pour se soigner, parce que une histoire familiale de nombreuses sources, tout simplement parce que les sources venant du Moyen-Orient ou des pays africains, c'est-à-dire de toute l'histoire des anciennes colonies françaises, viennent à Paris pour retrouver la famille et à cette occasion peuvent retrouver leurs officiers traitants américains ou du Mossad ou autre. Paris également connu pour certains de ses palaces. Ça peut paraître anecdotique, mais dans le monde de l'espionnage, c'est très important. Vous expliquez même à quel point certaines agences, certaines nationalités concernant l'espionnage ont vraiment leurs habitudes dans les palaces, au point que certaines chambres sont équipées pour, là aussi, utiliser un certain langage diplomatique, pour écouter ce qui s'y passe, regarder ce qu'il s'y passe, et c'est, on va dire, non pas de notoriété publique, mais enfin, c'est plutôt connu. Alors, je vais être moins diplomatique que vous. On dit sonorisé dans le langage. On dit même qu'on fait des opérations. Je note le mot sonorisé. Sonorisé. On parle même d'opération de dépoussiérage. Quand on dit que les différents services ont leurs habitudes dans les palaces, il ne faut pas oublier que tout simplement les services français les ont, notamment la DGSI, les services intérieurs, la DGSE, services extérieurs. Mais alors la DGSI a des palaces attitrés, c'est-à-dire et même des hôtels, donc c'est-à-dire de moindre importance, enfin de moindre prestige plutôt. À chaque fois qu'ils vont faire une opération et qu'ils vont recevoir soit des délégations, soit des sources, ils vont rentrer dans les chambres, ils vont dépoussiérer, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de micro, et ensuite ils vont poser les leurs pour enregistrer ce qu'il s'y dit et pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc ça c'est le cas des Français, mais les Américains ont leurs habitudes. Je vous rappelle que le Crillon notamment est place très de la proche, Concorde. Exactement, très proche de l'ambassade américaine. C'est pas le seul. Le Ritz a notamment beaucoup été fréquenté par les services israéliens, le Lutetia aussi. J'aimerais qu'on s'arrête un instant, si c'est possible, sur le Lutetia, parce qu'il a une histoire absolument formidable, avec aussi les périodes un peu plus sombres de cet hôtel, notamment dans la période de l'occupation, qui a servi en réalité totalement de zone d'occupation à l'armée allemande qui était là, aux personnes nazies tout simplement. Et aujourd'hui, c'est totalement devenu notamment l'un des sièges du Mossad. Alors, ce qui est absolument fascinant, effectivement, c'est cette histoire. Et c'est alors pour rendre à César ce qui est à César, cette information, on l'a trouvée dans un livre du journaliste Alex Jordanov, qui explique que un agent de la DGSI fait une allusion absolument transparente et dit tous les services étrangers ont leur palace attitré. Regardez ce palace du 6e arrondissement, rive gauche. C'est un nid d'espions du Mossad. Et donc cette allusion est absolument effectivement transparente parce que le seul palace parisien, rive gauche, c'est le Lutetia. Et que le Lutetia a notamment été repris par un groupe israélien en 2010. Ce qui fait que ça a encore accru les liens entre le Mossad et ce palace-là. Aujourd'hui, il a été repris par un groupe hongkongais, qui est le mandarin oriental. Exactement. Et c'est la question, est-ce qu'on va passer, on va dire, d'un repère d'espions, on va dire, du Mossad à des espions chinois? C'est un risque selon vous? C'est une grande question parce que les espions chinois sont très présents dans la capitale, donc ce serait logique quelque part dans les habitudes, d'autant que le Lutetia est très pratique. Ça, c'est un ancien... Un ancien espion diplomate qui m'expliquait qu'en fait les alcôves du Lutetia étaient très pratiques parce qu'il y a des petites salles privées dans lesquelles on peut recevoir des sources. Au premier étage, nous dit-on. Au premier étage. Donc les rendez-vous d'affaires sont souvent plus profonds que ce qu'ils en ont l'air à premier abord. Ça semble parfois être du cinéma, ce que vous racontez quand on lit ces dossiers. Il y a toujours un aspect surréaliste. Il est toujours frappant, et c'est sans doute mon côté on va dire débutant dans cette matière, à quel point l'imaginaire français fonctionne encore sur toute une partie du monde. Le nombre de sources qui vous confient que, en réalité, un bon dîner, un bon restaurant gastronomique et une bonne chambre d'hôtel, en réalité, avec vue sur l'un des endroits sublimés par quelques illuminations dans la capitale, ça suffit quand même à faire parler quelques sources et quelques contacts. C'est extraordinaire quand même. En fait, ça c'est surprenant. C'est vraiment la chose qui m'a interrogée un peu dans le dossier, en discutant avec d'anciens responsables des services de renseignement. Ils me disaient, oui, donc effectivement... il n'y a pas que le débutant que je suis, vous me rassurez. Non, absolument pas, parce que effectivement, en fait, c'est un peu hallucinant de discuter avec eux et de se rendre compte qu'ils ont parfaitement conscience du pouvoir d'attraction de Paris et du fait que
Déjà, effectivement, les sources parlent davantage parce qu'elles sont en confiance et que c'est un peu une relation, c'est une relation humaine, l'espionnage. Donc, quand on veut tout simplement faire parler les gens, il faut les mettre à l'aise. Et donc, c'est valable pour les sources et c'est aussi valable pour les autres services de renseignement. Et donc, quand les services de renseignement reçoivent des délégations de pays étrangers, eh bien, en fait, il y a toute une espèce de chorégraphie qui s'est mise en place. Déjà, dans les palaces 5 étoiles, on reçoit les grands chefs. Dans les palaces 4 étoiles, on reçoit les adjoints et en descendant. Et ensuite, on leur fait faire, un peu comme quand on reçoit une entreprise en séminaire, on fait visiter la ville. Donc, ça passe par des discussions et ensuite, ça passe par la séance bateau-mouche, qu'apparemment les espions adorent, et on finit dans un bon restaurant, et au dessert, on est davantage prompt à se confier et à raconter des informations qu'on n'avait peut-être pas eu l'intention de dire au début. Et pour tout ce qui est tourisme, j'insiste parce que ça, j'ai trouvé ça assez drôle. On me confiait que régulièrement, les espions étrangers disaient aux Français, peut-être qu'on pourrait faire les réunions du côté de Noël plutôt, ou du côté des soldes. Comme ça, après les discussions, ils peuvent aller faire les soldes, ils peuvent faire même du tourisme. On lit les affaires professionnelles à un petit plaisir personnel. On se dit, tiens, c'est vrai que les champs illuminés pour Noël, c'est quand même plus sympathique avec un palace pas loin. Alexandra Saviana, je rappelle que vous signez en compagnie de votre confrère Étienne Girard ce grand dossier sur les espions à la une de l'hebdomadaire L'Express dont je recommande vivement la lecture. On a parlé comme ça de tout ce qui peut se passer dans Paris, les palaces, les grands restaurants. Il y a aussi à quel point de grandes infrastructures publiques peuvent servir de façade. Vous racontez avec l'un de vos contacts à l'UNESCO, c'est ça, à quel point là aussi c'est une structure qui est un véritable nid d'espions. Oui, alors en fait, l'UNESCO, c'est un peu comme l'ONU. C'est une grande institution diplomatique dans laquelle on peut s'accréditer quand on est une nation étrangère et on peut bénéficier d'un passeport diplomatique, ce qui fait que souvent les espions s'en servent comme couverture. Donc on est accrédité à l'UNESCO, on dispose d'une certaine immunité, ce qui fait qu'on peut mener des opérations discrètement. Il y a plusieurs exemples à travers l'histoire de ça. Il y a notamment un exemple très célèbre qui est celui de Marianne Baumgartner, espionne américaine qui a tamponné Henri Pagnol, un haut fonctionnaire qui était à Matignon à l'époque, et un espion français justement, et qui cherchait à lui soutirer des informations sur des négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Et tout ça, ça se fait dans les cocktails de l'UNESCO, c'est-à-dire dans les cocktails en bonne compagnie où il y a là encore, de la nourriture, de l'alcool, ça marche dans les deux sens. Les gens se séduisent de la même manière. Le savoir-faire français au cœur à chaque fois des négociations et on va dire des informations récupérées. Je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent dans un tel contexte. Vous écrivez aussi des pages, on va dire, beaucoup moins glamour et romantiques sur le monde de l'espionnage qui traduisent peut-être une certaine, vous allez nous le dire, naïveté française, notamment pour ceux qui connaissent un peu la capitale, qui l'ont vu à travers des films. Il y avait eu cette polémique au moment du livre de François Hollande sur les espionnages américains. On se dit qu'avec des alliés, je le mets entre guillemets, avec une imprévisibilité comme celle de Donald Trump, ils nous écoutent, on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Oui, et c'est là où on peut aussi s'interroger sur où s'arrête la naïveté et où commence la dépendance. Parce que ce qu'on réalise quand on re-regarde l'affaire Snowden, justement, c'est que... Rappelez peut-être en quelques mots l'affaire Snowden. L'affaire Snowden, un contractuel un sous-traitant, de la CIA et de la NSA, Edward Snowden, révèle entre 2013 et 2015 un dispositif d'écoute mondial de la CIA, y compris sur les alliés européens, donc la France, l'Allemagne, Londres en partie. Mais en fait, on réalise que Paris est parfaitement au courant de cette histoire, savait depuis très longtemps qu'il y a notamment un dispositif d'écoute sur l'ambassade américaine à Paris et en tout cas les services français en ont parfaitement conscience. Ce dont les dirigeants français avaient moins conscience, c'était que leur téléphone portable pouvait être écouté par l'allié américain, y compris via ces grandes antennes à l'ambassade. Et réfugiés derrière de fausses façades, limite en carton-pâte, qui sont en fait un immense centre d'écoute.
d'écoute. Et c'est un centre d'écoute. Et donc, il y a Bernard Barjolet, Bernard Barbier, qui sont deux têtes de la DGSE dans les années 2000-2010, qui m'expliquaient qu'ils avaient essayé de sensibiliser les présidents, notamment Nicolas Sarkozy. Bernard Barbier, en 2007, qui est directeur de la technique de la DGSE, mène une opération où, dans un appartement parisien juste à côté de l'ambassade américaine, tente d'écouter les portables à l'Élysée. Et il y parvient, il écoute Nicolas Sarkozy parfaitement. Et Nicolas Sarkozy, à l'époque, dit « De toute façon, il n'y a plus de secret, donc on peut écouter mon portable, en sous-entendu. » J'ai rien à me reprocher, presque. Exactement. Le problème, c'est que les Américains s'en servent et qu'en fait, il faut être prudent. Et Bernard Barjolet, directeur de la DGSE entre 2013 et 2018, expliquait qu'au fur et à mesure, les dirigeants français avaient commencé à comprendre qu'effectivement, il fallait se protéger. Et depuis, les réunions, notamment du Conseil de défense, donc le secret des secrets, se passe dans une salle à l'Élysée qui est complètement hermétique. À tout ça. Et ça, c'est une habitude prise par Emmanuel Macron qui justement fait assez attention au niveau du portable et au niveau des écoutes. Mais encore une fois, on savait tous plus ou moins, en tout cas quand je dis on, c'est les services de renseignement et le sommet de l'État, que les alliés américains écoutaient. Et pourquoi on n'a pas réagi ? Tout simplement parce que, comme me le racontaient des espions, on est dépendant d'eux. Donc, finalement, être écouté, c'est vu comme un moindre mal parce qu'ils nous donnent tellement d'informations. Une sorte de transaction. C'est une transaction. En fait, ils nous racontaient même que parfois, les Français avaient une question le matin et le soir, les Américains étaient capables d'y répondre. Donc, pourquoi répondre pourquoi dire non à une telle collaboration, même si c'est au prix d'une petite écoute, en fait. Alexandra Saviana, donc grand reporter à l'Express qui signait ce dossier à la une. Et si vous avez encore quelques heures devant vous avant de reprendre la rentrée comme il se doit d'ici lundi, je vous conseille de vous le procurer, ce numéro inédit de l'Express sur ce pari nid d'espions, que ce soit le Mossad, la Chine, la CIA, la naïveté ou pas de certains de nos dirigeants. Merci beaucoup d'être venu ce matin du côté de Sud Radio. Mes meilleurs voeux et donc beaucoup de succès à cet hebdomadaire qui est l'Express. Dans un instant, bien sûr, vous retrouvez Jacques Cardoz, mais vous avez été nombreux à nous envoyer un petit mot au 7 20 18. Bonjour Marie. Oui, bonjour et merci de nous donner la parole. C'est vraiment formidable ce que vous faites. Je voulais rebondir sur le sujet de la dermatose. Mais alors attendez, ma chère Marie, alors je vous rassure, là ce n'est pas pour intervenir à l'antenne, mais tout simplement pour vous dire que vous avez gagné, ma chère Marie. C'est vous qui êtes la gagnante du jeu. Formidable. Eh ben voilà. Formidable, bravo à vous. Vous gagnez donc ce pack Lexon, qui est la marque des objets design et connectés, une enceinte et une batterie. Donc là, plus d'excuses pour ne plus écouter Sud Radio, ma chère Marie. Mais bien sûr que pour intervenir, c'est toujours le bon numéro 0826 300 300. Et vous pourrez le faire au hasard avec monsieur Jacques Cardoz qui vient de nous rejoindre. Bonjour mon cher Jacques. Bonjour Maxime, comment ça va ? Mais toujours très bien. Quand je vous vois, ça veut dire que je vais me diriger vers la porte de sortie du studio, ce qui n'est jamais un mauvais signe. D'accord. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de la voiture en crise. Le choc administratif prévu pour les PME en ce tout début d'année, la fin du cumul emploi-retraite, ça, oui. Vous pouvez nous appeler à ce sujet. Et puis bien sûr, vous en avez beaucoup parlé durant la matinale, mais vous pouvez continuer de nous appeler à propos de la dermatose modulaire, vous qui êtes agriculteurs dans le Sud et qui êtes confrontés à cette stratégie gouvernementale qui, il faut bien le dire, est en échec. Et on posera la question, bien sûr, avec nos débatteurs. 0826 300 300, Jacques Cardoz, jusqu'à 13h pour ma part. Je vous retrouve à partir de vendredi prochain dès 7h et lundi. Le siège est chaud, mon cher Patrick Roger, si vous m'entendez. Je vous laisse bien sûr la place. Vous le retrouvez tous les jours de la semaine entre 7h et 9h. Très belle matinée à l'écoute de Sud Radio et à vendredi prochain.